Salut Rain, bienvenue sur Move Radio. Je te laisse te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas, le peu de gens qui ne te connaissent pas. Bon, merci de m'avoir invité sur Move Radio. Plaisir. Et je suis Pranesh, et aussi connu sous le nom de Rain. C'est un alias. J'ai 30 ans, marié et grand amateur de la musique électronique, et surtout très présent dans la scène underground locale. Ok. Comment est-ce qu'on peut te définir pour ceux qui ne te connaissent pas justement? Est-ce que tu es plutôt un DJ ou tu es plutôt un producteur? Je vais dire, c'est un peu des deux. Je suis un peu je viens des deux mondes. Un peu producteur, un peu DJ. J'ai commencé avec le DJing et après j'ai basculé un peu vers la production aussi. Et au fil du temps, j'ai commencé un peu plus à m'engager un peu plus dans la production. Mhm. Mais c'est une suite logique de sortir de DJ et de devenir producteur? Ou est-ce que c'est vraiment deux choses indépendantes, on peut faire l'une sans l'autre? Ou est-ce que tu penses que c'est l'évolution d'un DJ, c'est de devenir producteur? Maintenant, si c'est pas nécessaire, ils sont pas reliés. C'est pas nécessairement que quand tu es un DJ, c'est automatiquement que tu vas devenir un producteur ou vice versa. Ça peut être, je peux être un DJ, mais aussi un mauvais producteur aussi. Tout à fait. Et c'est pas nécessairement les deux. Mais moi, j'ai suivi un peu l'évolution quand j'étais petit, j'étais un peu dans le bain, dans la musique, avec mes parents et tout. Et c'est un peu ça qui m'a fait aimer un peu plus la musique et un peu de pouvoir mettre la main dessus, sur la musique. Et je pense qu'à travers la production, c'est un peu plus, je peux le faire à travers la production. D'accord. Oui. Et est-ce que tu viens d'une famille d'artistes ou de musiciens ou Mon père était musicien, batteur un peu. Et pour le plaisir personnel, pas professionnel? Plaisir personnel. Et il nous a un peu inculqué cette éducation du côté de la musique. Et on a commencé, moi j'étais inscrit à la Conservatoire François Mitterrand et j'ai commencé la guitare, mais après pour des raisons académiques j'ai arrêté. Ma soeur a terminé son cycle de piano et c'est comme ça un peu, on est comme si on a un background musical. D'accord, ça formait partie de votre quotidien, Oui. ça formait partie de day-to-day, quoi. Oui. D'accord. Oui. Et qu'est-ce qui fait qu'un jour tu es basculé justement sur ce côté musique électronique, en sortant justement de la batterie, de la musique un peu, on va dire pop ou autre? Qu'est-ce qui fait qu'on arrive justement sur J'ai goûté DJ? beaucoup. C'est un parcours traditionnel, écouter beaucoup de la radio, la musique pop, commerciale. Et après, en voyant les DJ, on se demandait qu'est-ce qu'il fait un DJ, qu'est-ce qu'il fait, c'est quoi mixer une musique. Et moi, j'avais cette impression que le DJ créait la musique quand il jouait. Je ne savais pas que c'était un track d'un autre artiste qu'il jouait. Et là, je commençais à fouiller, à chercher, et je commençais à télécharger des logiciels. Et c'est comme ça un peu que je suis rentré un peu dans le DJ. D'accord. Mais pour reprendre sur le point qu'on parlait précédemment, en disant voilà, est-ce que c'était l'étape suivante de passer producteur? Comme tu disais, la plupart des gens pensent aussi que, enfin la plupart des gens, ceux qui ne connaissent pas le DJing ou la musique électronique, se disent effectivement que c'est la personne qui mixe, qui fait sa musique, qui crée sa musique, ce qui n'est pas le cas. Mais est-ce que ça ne crée pas à un certain moment, après quelques années ou plusieurs années de pratique, ça ne crée pas un manque de ne pas pouvoir produire et d'être créatif? Je pense pas. Je pense que un DJ, si tu es un DJ, tu attends quelque chose de lui, il va te raconter une histoire. Et c'est l'histoire dans sa globalité que tu vas apprécier. C'est pas isoler le track. Ouais. C'est pas isoler, dire oui, oui, c'est vrai qu'un DJ, il a le devoir de te faire, de t'éduquer, de te faire découvrir des morceaux que peut-être qui est pas de lui, qui vient pas de lui. Ouais. Et c'est un peu plus du côté du DJ traditionnel, comme je prends l'exemple de quelqu'un très connu, très célèbre, Carl Cox ou John Digweed. C'est des gens qui sont des DJ traditionnels, ils ont fait un peu de production ici et là, ça et là. Énormément. Mais quand tu écoutes leur set, c'est quelque chose de... Tu sens qu'ils ont l'oreille musicale pour mixer différentes tonalités. Ils ont une fibre. Voilà, ils ont une fibre qui fait de sorte que
tu as écouté une histoire. Voilà. C'est pas musique après musique. En fait, on pourrait dire que la différence entre les deux, entre le DJ et le producteur, le DJ prend les ingrédients de quelqu'un d'autre pour faire un plat, et le producteur, lui, c'est lui Voilà. qui fait les choses qu'on va mettre dans un plat. Voilà. Donc c'est vrai que c'est ça. vu comme ça, Oui. on peut tout à fait dissocier les deux. Mais l'un non plus, on peut aussi les associer. Par Les contre. associer, ouais. On peut tout à fait les associer. Et toi, tu as une préférence pour aujourd'hui, pour le côté producteur ou le côté DJ Non, j'aime bien les deux. J'aime bien les tu deux. navigues entre les deux. Oui, le DJing me donne un peu plus de contact avec les gens, et la production, c'est un peu plus ce que je ressens, un mood, je crée quelque chose, je suis là, je suis content, je transmets ce plaisir-là dans la musique à ce moment-là. Et là, avec la production, j'envoie ça et ça, là, on sait vraiment la perception des gens, comment ils réagissent par rapport à la musique que vous produisez ou que tu vas jouer. D'accord. Et au niveau, là ça fait quoi? Ça fait 12 ans à peu près, si j'ai bien retenu, ça fait 12 ans à peu près que tu mixes, et en tout cas que tu es la musique électronique. Quelles ont été tes inspirations? Comment tu as choisi ton style musical? Bon, j'ai basculé un peu du côté hard rock vers la musique électronique. J'ai écouté un track du producteur DJ aussi à l'époque, Paul Van Dyke. Okay. Et il avait fait un track qui s'appelait Columbia. J'ai acheté ça j'étais parti en Inde et j'ai acheté ça dans un music shop qu'on n'avait pas tellement à Maurice. En vinyle? En CD. En CD. Et il y avait quelques tracks, il y avait Piqué, il y avait Paul Van Dyke, il y avait d'autres, il y avait Welcome to the Jungle dedans. Et là, c'est le track Paul Van Dyke. Je l'ai mis, j'ai commencé à écouter. Et là, je me suis dit, la musique électronique, c'est sans voix, il n'y a pas de vocal, mais c'est quelque chose qui te donne une sensation, qui te procure un sentiment c'est émotionnel, il y a quelque chose derrière. Et là, c'est un peu ça qui m'a fait aller découvrir, aller chercher d'autres tracks, après track après track, et là, beaucoup de recherche musicale. Et puis, moi aussi, je voulais partager ce sentiment-là avec d'autres. Au fait aussi, tu sais, les gens en général pensent, ceux qui ne connaissent pas la musique électronique, un petit peu comme tu venais de le souligner, les gens croient que la musique électronique c'est du boum 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 pour les non initiés, mais évidemment ceux qui n'ont jamais pris pris le temps plutôt de s'y intéresser ou d'écouter. Qu'est-ce qu'on peut dire pour ceux qui n'ont jamais écouté? Comment on peut les intéresser à venir vers nous? C'est-à-dire à écouter de la musique électronique déjà. On peut passer difficilement de la musique traditionnelle à de l'underground parce que le cheminement est un peu plus compliqué que ça. Mais comment on peut les intéresser? Qu'est-ce qu'on peut les faire découvrir? Est-ce qu'il y a un tips que tu peux leur donner pour faire... Oui, bien sûr. Prenez des remixes, que vous écoutez à la radio, cherchez l'origine de la musique derrière. Il y a plein de DJ underground qui sont devenus commerciaux après. Prenez l'exemple. Je prends l'exemple il y a un gars, Ten Walls. Il a commencé avec Gotham et puis il a évolué. Il est allé un peu plus dans la musique. Il avait un style à lui, une sonorité à lui, qui était propre à lui. Et là, il a fait le track qui s'appelait Walking with Elephants. Et Walking with Elephants a eu à peu près plus d'1 million de vues sur YouTube. Qui a basculé un peu dans mainstream. Mainstream. Et là, c'est ce genre d'artiste que je pense qui pourrait faire quelqu'un un peu découvrir, commencer à écouter cette musique et aussi avoir des éléments d'underground dedans. D'accord. Et là, tout doucement, basculer un peu plus, aller chercher un peu plus et peut-être, je pense que c'est quelque chose qu'on peut faire, qu'on peut initier quelqu'un à. Ouais. C'est vrai que en tout cas dans les plus connus, les artistes, les DJ, on a une petite liste de ceux qui ont été underground et qui sont devenus commerciaux. Par contre, dans l'inverse, c'est plutôt rare. On ne sort pas de commercial pour arriver underground, c'est très très rare. Ouais, c'est l'argent qui parle là. Ouais, je pense qu'après, forcément, il y a le business derrière, quoi. Quels sont les DJ qui te font kiffer, que t'aimes, ou qui t'ont inspiré, qui t'inspirent dans ta manière de jouer? DJ producteur, je vais commencer par James Holden, c'est quelqu'un qui a produit énormément de tracks, beaucoup d'atmosphère, c'est un peu ça qui m'a fait basculer un peu plus dans la progressive house. Je cherchais cette atmosphère, cette mélancolie qui entourait
ses productions. Et c'est un peu ça qui m'a fait basculer un peu plus dans l'électronique. Et aussi, ces sets étaient un peu très dark, très, mais en même temps très mélo aussi. Alors, il y avait les deux côtés que je préfère de la musique, la mélodie et aussi le côté dansant. Et là, il y a James Holden, il y a aussi les traditionnels Hernan Cattaneo, Johnny Guide, Sacha, et aussi un peu plus contemporains, les artistes comme Max Cooper. Et là, il y a un petit duo qui sont en train de cartonner, Bédouin. Et c'est une musique un peu plus Middle East, très un peu égyptien, un peu oriental. On appelle ça un peu le ethnic deep house. Ok. Ouais, c'est un peu ça qui m'inspire en ce moment. Ok. Et toi, ton style, si tu devrais le nommer, c'est quoi? Non, c'est la progressive, tout ce qui touche à la mélodie, c'est la progressive, la deep, c'est de la deep mélodique. Vous pouvez me dire, je joue aussi la techno mélodique, c'est aussi la progressive mélodique, c'est tout avec de la mélodie dedans, beaucoup de mélodies, D'accord. mais Mais c'est important pour toi qu'il y ait toujours de la mélodie. Oui, tu pourrais difficilement, même si tu es capable de le faire bien évidemment, tu penses que ça serait difficile pour toi par exemple d'aller dans la techno pure et dure. Oui, tu peux, mais techniquement tu peux, mais sinon. Techniquement je peux le c'est faire. C'est pas ce qui t'inspire, c'est pas ton kiff. Oui, peut-être c'est pas mon kiff. Il y a beaucoup de tracks techno qui sont bien faits, qui sont bien produits. Mais peut-être s'il y a un certain vide dedans qui m'attire pas. Mais c'est pas pour ça que je vais pas sortir pour aller dans une fête techno. Écoutez, oui, tout à fait. Non, après, effectivement, en tant qu'artiste, tu ne peux pas aller dans tous les sens non plus. Tu as des choses qui te font plus vibrer que d'autres choses, etc. Donc c'est vrai que, bon, c'est pas parce que tu ne joues pas ça que tu ne peux pas l'écouter. Oui. Il y a tout ça un sens. Parce que la musique électronique, c'est un éventail énorme de possibilités. Comme je disais un peu plus tôt, ça va me faire transmettre l'émotion. Mon émotion va être transmise un peu plus à travers la mélodie que de la techno pure et dure. D'accord. Ouais. Ren, tu es DJ et producteur bien évidemment, tu joues dans certaines soirées, tu as aussi un métier à côté. Oui. Est-ce qu'on ne peut pas vivre de sa musique à Maurice en étant DJ? On peut le faire, si on est résident, on peut le faire. Ouais. Mais c'est un peu dur aussi. C'est un métier qui demande beaucoup de patience, beaucoup de motivation et une vie rigoureuse et dure aussi parce qu'on vit la nuit. Ouais. Et c'est difficile pour avoir une vie familiale. C'est pas toujours conciliable. C'est pas toujours conciliable. Il faut avoir quelqu'un qui comprenne cette vie. Et je pense que les résidents, c'est chapeau bas aux résidents, parce qu'ils font un travail énorme. Ils sont là, ils font un club roulé, ils sont là, ils comprennent, ils jouent 5 heures, 7 heures par nuit. Et c'est pas si facile que ça. C'est pas si facile que ça. C'est pas si facile. Moi, en tant que DJ freelance, je joue dans beaucoup de soirées. Peut-être, je peux le faire, je peux vivre de ça. Mais c'est pas quelque chose qui est assez professionnalisé à Maurice. D'accord. C'est toujours quelque chose qu'on considère comme comment je veux dire recreational. C'est pas un job. Et c'est dû à quoi d'après toi? Justement, comment en fait la question qui allait arriver bien évidemment, c'est comment tu trouves la scène locale, la scène électronique underground locale? Est-ce que elle te convient? Est-ce qu'il te semble qu'il y a des lacunes? Il y a un manque de professionnalisme, d'accord, mais ça se ressent comment? Qu'est-ce qui fait que ça n'avance pas ou que ça n'évolue pas justement? Je pense que c'est une très petite scène. On a besoin de beaucoup d'acteurs, pour mettre leur soutien dedans. Et on demande aux promoteurs de rehausser le niveau, de donner le juste valeur aux DJ. Et aussi, si on impose quelque chose, et ça reste le bottom line, et c'est là, à partir de là, on peut transmettre cette connaissance, cette formation, comme si professionnaliser le métier. Et là, il faut uniformiser cela à travers toutes les plateformes, que ce soit dans tous les genres, les sub-genres, et dans la scène locale underground. D'accord. Est-ce que quand tu as démarré, toi, est-ce qu'on t'a aidé, les anciens t'ont aidé? Est-ce que tu as eu des facilités pour ça?
ou est-ce que tu as dû te débrouiller tout seul? Est-ce que tu penses parallèlement à ça qu'aujourd'hui on donne aussi la chance aux jeunes qui sont à la maison, qui des fois sont techniquement très bons, qui n'ont juste pas eu l'occasion de jouer devant des gens, parce que bon, effectivement, la scène est petite. Ceux qui créent les événements ou les bars ou autres préfèrent avoir affaire à des gens qui ont déjà joué. C'est plus simple, c'est plus rassurant. Est-ce que toi, donc, est-ce que tu as été aidé quand tu as démarré ou est-ce que c'était compliqué? J'ai eu pas mal de conseils. Je veux dire, pas mal de conseils. J'ai côtoyé quelques DJ, quelques David J, il y avait aussi Bernard. Et ils m'ont donné beaucoup de conseils. Des conseils, comment faire pour être professionnel dans le métier. Pas comme si le sérieux du métier, c'est pas que s'amuser, on a l'impression qu'un DJ s'amuse, boit deux coups et puis voilà, c'est fait. Il n'y a rien derrière. Il n'y a rien derrière. Mais eux, ils m'ont, surtout David J, qui était mon prof aussi, ils m'ont inculqué quelques valeurs que moi, maintenant, à mon tour, j'ai essayé de transmettre aux jeunes. La transmission est importante, quoi qu'il en soit. Elle est importante. Oui. Pour justement essayer d'élargir ce cadre-là et pour faire en sorte que les gens s'intéressent un peu à ce qui se passe. Voilà, quelques exemples sont arrivés à l'heure quand vous devez jouer. C'est pas se défoncer avant un gig. Et aussi travailler beaucoup à la maison et venir et parler un peu aux gens, connaître l'atmosphère, écouter le son, faire un sound test. Il y a tout ça dedans. Pour quelqu'un qui ne connaît pas, pareil, qui connaît pas le mode de vie d'un DJ, sa semaine type c'est quoi? Combien d'heures de musique il écoute, etc. Qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite pour écouter la musique. On bouffe de la musique. On bouffe de la tout musique. le temps, dès qu'on peut. Moi, j'ai un métier, mais après, je rentre à la maison, c'est mon laptop, c'est la musique. C'est quoi, 2 heures de musique par jour? Non, c'est beaucoup plus. Plus? C'est beaucoup plus. Ok. Ouais. Sachant que tu as déjà un boulot à côté. Sachant que j'ai un boulot à côté. D'accord. Mais c'est obligatoire pour pouvoir un petit peu Je pense que trouver des matières pour... Pour l'épanouissement du DJ, surtout quand on vient de commencer quelque chose, il y a beaucoup de recherche musicale derrière qu'il faut et il faut écouter tout. Tout, Oui, hein, tout à fait. tout. Il n'y a pas de tri, pas de sélection, il faut écouter de tout. D'où tu le rappelais tout à l'heure que les gens croient qu'un DJ il arrive, il pose sa musique, c'est-à-dire sous forme de CD, de vinyle ou de clé USB et qui joue pendant 1h30 et quand il a fini, il rentre chez lui, il a fini. Il est vrai que il se bouffe 20 heures de musique par semaine, mais heureusement c'est sa passion, donc ça tombe bien. Il ne faut pas oublier qu'il achète du son, il achète du matériel, ça coûte extrêmement cher, surtout par rapport au niveau de vie local. Donc on devient DJ pas uniquement par hasard, il faut aussi donner sa personne, je crois. Et c'est ce qui fait que le DJing peut se professionnaliser. Donc, et ça, je tiens à le signaler justement pour ceux qui ne le connaissent pas du tout, qui croient que le gars il vient, il pose 1h30 de musique, il joue, il part et il dort jusqu'à la prochaine date, quoi. Oui, le médium de porter la musique comme une clé USB ou un laptop, c'est juste parce que ça nous facilite, mais les heures de travail, ça on peut pas mesurer avec la clé. Tout à fait. Ouais. Toi, tu joues sur quoi Je joue un peu sur tout. J'ai commencé un peu sur le vinyle, puis j'ai passé sur des CDJ, et puis laptop aussi. Je fais un peu de musique, enfin pas un peu, je dire quelque chose qui me démarque des autres DJ, que je fais un peu plus de live. Je rajoute un clavier, beaucoup d'impro et beaucoup de samples dans mes sets, et c'est ce qui fait que mes sets restent exclusifs. C'est comme si tu viens à une de mes soirées, je vais jouer en live, ça va rester un set qui est exclusif, que je ne vais pas répéter, je répète jamais les sets. Et c'est un peu ça qui fait que il y a toujours cet élément de démarcation qui tu veux emmener quelque chose de nouveau. D'accord. C'est ça qui est... T'as pas de personnel sur l'empreinte personnelle. Ouais, empreinte personnelle, l'identité. Est-ce que tu formes partie de ces DJ qui disent effectivement il faut vivre avec notre temps, donc c'est un peu normal aussi qu'on passe à des technologies un peu actuelles, même si le vinyle représente bien évidemment un petit peu le papa des DJ, mais maintenant quel est ton point de vue? Est-ce que effectivement tu dis voilà, aujourd'hui ça nous évite de se trimballer avec deux flycases de vinyle, pour voyager c'est beaucoup plus simple? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Il y a 2 ans de cela, je vais te dire une statistique, c'est la vente des vinyles a explosé en Europe. A explosé. Pour acheter
si je dois acheter un tourne-disque, un turntable aujourd'hui, Technics SL1200, ça me coûterait très très cher. Ouais. C'est redevenu, tout le monde joue sur le vinyle, c'est revenu. Et pourquoi ça revient? C'est un peu le côté trendy un petit peu, c'est le côté un petit peu. On peut dire que la scène underground a toujours été quelque chose de rebelle, quelque chose de counterculture. Et c'est un peu la réponse au pop culture de la musique, la McDonaldisation de la musique. Et là, c'est un peu plus, on est repassé au vinyle pour montrer un peu que c'est là le vrai art. Mais aussi, je prends moi-même comme exemple, j'ai embrassé la technologie parce que c'est une suite logique, c'est une évolution. Si je veux apporter un peu plus dans mes sets, un peu plus d'apporter mon touche personnelle, j'ai vu que les contrôleurs, les laptops, il y a beaucoup de matériel qui m'apporte ça. Et c'est pas pour ça que je vais dire non, utiliser un laptop, on fait pas ça dans le DJing. C'est l'ensemble. C'est l'évolution. En fonction de ce que tu veux faire. Ouais, c'est l'évolution de la musique. Ok. Ouais. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil aux jeunes qui veulent démarrer, qui veulent non seulement démarrer, mais qui ne savent pas par où commencer, ou aussi ceux qui ont déjà un peu de pratique, comme je dis, qui sont peut-être techniquement pas mauvais du tout, même voire très bien, mais qui n'ont pas l'occasion de jouer devant des gens qui sont à la maison, qui jouent dans leur chambre, dans leur garage. Quel conseil tu peux donner à ces gens-là? On a la chance d'avoir l'internet pour regarder, écouter plein de musique, mais aussi sachez que la qualité est très importante dans le DJing. Avoir une bonne qualité de musique, bonne qualité de son, très très important. C'est jouer un set, peut-être au début c'est un peu difficile financièrement de jouer tout un set en wave ou en AIFF, mais après ça va devenir un peu comme si vous allez voir la différence. Il faut savoir c'est quoi une bonne qualité de musique, c'est quoi une bonne qualité, un bon sono. Quand on sort en boîte, il faut écouter, il faut analyser, il faut savoir c'est quoi, il faut savoir la partie technique aussi un peu. Tout ce qu'il y a derrière le DJing aussi. Donc la qualité du produit qu'on délivre. On peut délivrer, voilà. D'accord. Si on a une bonne qualité de musique, on délivre une bonne qualité, on a un bon matos et un bon sono, ça va être quelque chose une expérience. Oui, à condition d'être au point déjà sur sa façon de mixer. Techniquement, voilà, oui. On ne peut pas arriver avec du bon son, du bon matos, mais ne sachant pas techniquement. Quoique, je pense que prendre des jeunes, mettre sur une scène avec un DJ international, c'est pas mal. Tu les trempes dedans, ils vont être stressés, ils vont avoir l'adrénaline, ils vont se dire on va donner notre meilleur. Et tu viens ta première fois? Oui, je me souviens de ma première fois, c'était devant une cinquantaine de personnes sur des Denon 2500. Je crois qu'il y avait des petits boutons dessus, et plus ou moins. Tu appuies sur plus, tu entends la musique partir devant. Et aller le matin dans la boîte pour pratiquer le mixage, et puis venir le soir et jouer devant une c'est quelque chose qui fait peur au début, mais du moment que tu t'es lancé, après, quand tu vois l'excitation des gens, si ta musique plaît, ça s'enlève tout. Le truc, c'est comme le foot. Après un match, on doit passer au deuxième match, et après au troisième. C'est comme une saison. Il faut toujours se réinventer. Donc pour revenir un petit peu sur ce qu'on parlait de qualité, est-ce que tu penses par exemple que ceux qui font les événements, les boîtes ou les bars ou autres, est-ce que tu penses par exemple qu'ils ont conscience, qu'ils ont besoin d'investir un petit peu par exemple dans de la bonne sono? Est-ce que c'est le cas déjà, ou est-ce que tu penses que ça peut s'améliorer? Je pense que ça peut s'améliorer. Il y a beaucoup qui sont restés, ils sont très... ils vont mettre à l'avant le business side of the music, plus que le son, plus que comment être plus confortable, mettre le DJ plus confortable, ou c'est très client oriented, et c'est quelque chose qui doit changer, je pense. Il y a beaucoup de boîtes de nuit qui sont très jolies, ils sont très modernes, ils ont toute la technologie lumière, mais le son, ça manque. Il y a toujours une manque de ce côté. C'est vrai que c'est un investissement quand même qui est lourd, faut dire qui est pas évident à faire, parce que surtout, comme
comme on dit, avec les circonstances où effectivement l'underground c'est pas de très très gros crowd. Donc c'est pas le mainstream où tu peux effectivement compter sur un crowd de 10 000 personnes. Mais même pour le mainstream, c'est pas. C'est ça la question. Oui. En fait, entre guillemets, à qui la faute? Est-ce que c'est plutôt les gens qui écoutent, qui font avec? Ou est-ce que c'est ceux qui proposent, qui disent de toute façon c'est pas bien grave parce qu'ils s'y connaissent pas? Non, je pense que c'est les deux. Hein. Ça peut être. Ouais. Voilà. C'est les deux. Je pense qu'au bout d'un moment, quand les gens Oui. réclament du bon son, ben, il va falloir quand même qu'ils y pensent, quoi. C'est important. C'est sûr. Ouais, moi, je suis parti dans une boîte de nuit, je ne vais pas citer de nom, mais c'est une boîte de nuit qui est magnifique, c'est bien construit, il y a... Tout est pensé sauf le son. Voilà, tout est pensé sauf le son. Et je pense qu'ils ont investi 2 fois ou 3 fois plus que le son au niveau lumière. Ouais, Ils sont à la pointe de la technologie, c'est peut-être qu'ils dernier cri, mais... Ouais. Peut-être qu'ils sont pas conseillés ou peu conseillés. Ou ils ont un deal sur le son. Ouais, aussi. Et est-ce que tu penses que les événements, de manière générale, sur la musique bien évidemment underground, est-ce que c'est assez actif? Est-ce que tu penses qu'on peut mieux faire? Est-ce que tu penses qu'on va à un rythme normal par rapport à l'évolution? C'est très 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 actif en ce moment. Ça fait à peu près 2 ans, 3 ans que ça a commencé. Et ça a commencé à prendre de l'ampleur. C'était déjà là, mais c'était une fois un rave ou une fête outdoor ou quelque chose dans une boîte de nuit avec un DJ international underground ou de la musique pas commerciale. Mais là, depuis janvier, on n'a pas arrêté. Chaque semaine, il y a quelqu'un qui fait une fête qu'avec des DJ locaux ou quelqu'un qui vient de l'extérieur. Mais on a le choix, c'est super à voir, c'est quelque chose de... Les avantages, effectivement, entre autres, c'est que ça te donne le choix au public. Ouais. On peut s'y retrouver, on peut trouver un petit peu le style qui correspond à ce qu'on aime. Il ne faut pas prendre l'avion, voyager à l'Europe pour aller voir ce DJ-là avec un billet qui est exorbitant. Ici, on a un billet à 500, 700 roupies, 1000 roupies au maximum dans un VIP. Mais maintenant, est-ce que par rapport justement à cette professionnalisation, est-ce que c'est pas trop qu'il y en ait trop? Est-ce qu'on ne joue pas un petit peu sur la qualité? Est-ce que c'est préférable peut-être d'en avoir moins, mais plus qualitatif? Je pense que c'est... Parce que si on veut professionnaliser d'une certaine manière, il faut quand même que les gens qui organisent les boîtes de nuit, les bars, il faut quand même qu'ils gagnent leur vie, parce que c'est le business aussi. Hein. Hormis la musique underground, il y a quand même un business derrière. Il ne faut pas oublier les gens qui bossent, qui travaillent, etc. etc. Maintenant, est-ce qu'on a vu que l'underground, c'est quand même un public assez restreint, est-ce qu'on n'est pas obligé de le scinder comme ça pour le faire ouvrir à toutes ces soirées qui se passent? Est-ce que c'est pas un désavantage? Est-ce qu'on ne se dissolue pas avec autant de soirées? Quelque part, oui. Quelque part, il y a cette dissolution, comme tu dis, mais aussi, il y a on s'ouvre à plus de personnes. On est en train de... Maurice, c'est mainstream. Après, c'est l'underground. Et c'est bien qu'on a un peu des mainstream qui viennent expérimenter avec cette musique non commerciale. Ils viennent découvrir c'est quoi. Ils viennent, ils voient des soirées underground qui sont bien faits. Il y a une bonne logistique derrière. Et là, ils s'inspirent de ça. Ils font une soirée commerciale. Et là, peut-être, ils vont passer le mot. Ils vont dire, ouais, mais on a vu ça là-bas. On a vu ça dans telle ou telle fête. Qui fait qu'ils vont attirer plus de gens vers cette scène underground. Pour moi, je pense que c'est vrai, il y a quelque part que c'est comme du fast-food. C'est tous les mois, c'est tous les semaines, mais aussi c'est là pour faire découvrir, c'est là pour attirer plus de gens. Parce que moi, personnellement, j'écoutais de la musique mainstream, j'écoutais de la radio parce que j'avais pas le choix. Maintenant, j'ai le choix, je veux écouter de la techno, je sais qu'il y a une fête de function demain, je veux écouter de la deep mélodique, je sais qu'il y a d'électrique dodo dans quelques jours, ça me donne un choix. Tu penses que le choix est important? C'est très important, très très important. D'accord. Est-ce que maintenant tout le monde peut résister? Ça veut dire avec cette pression qu'il y a, comme je dis, de business quand même derrière, parce qu'il y a une pression de business. Quand on fait venir un DJ ou qu'on veut correctement payer les DJ locaux, il faut quand même mettre un budget, etc. pour l'endroit, tout ça. Est-ce qu'à force d'en avoir beaucoup et réduire ça, est-ce que
ça ne va pas inciter à un moment donné à certains qui ne s'en sortent pas forcément très bien financièrement parlant, de baisser les bras et de dire voilà, fed up maintenant, parce que bon, on essaye d'emmener des choses positives, mais vu qu'on est tellement nombreux qu'on n'arrive pas forcément à dégager un bénéfice. Et très souvent, malheureusement, ça nous arrive aux oreilles que les soirées sont pas bénéficiaires, sont plutôt en perte, pour break-even, pour les mieux placés. Mais c'est compliqué de travailler, parce que comme tu disais, on parlait du DJ, on parlait de beaucoup de travail. On parle beaucoup de travail pour ceux qui préparent les événements ou dans les boîtes aussi, pardon, et les bars aussi, c'est beaucoup de boulot derrière, c'est pas juste ils ouvrent la porte. Donc, est-ce qu'à un moment donné, c'est pas lassant pour ceux qui sont dans la profession? Est-ce que ça, comment on peut rectifier ça? Je pense que les premiers à souffrir sont les DJ locaux. Plus de soirées, ils vont jouer dans plus de soirées, l'autre va dire, lui il t'a payé 2000 balles, l'autre il t'a payé 2500, mais moi je t'ai donné 2000. Parce que c'est ça, il faut standardiser le truc. Il faut avoir un code d'éthique, comme tous les métiers, comme les métiers de l'avocat, d'un métier d'un journaliste, ils ont un code de conduite, un code d'éthique qu'on prépare, qui a une loi derrière qui régit le truc, et qu'on emmène devant les promoteurs, et c'est ça qui fait qu'il faudra standardiser le travail du DJ aussi. Et en même temps, quand tu fais venir un DJ international, il y a un cachet minimum, parce que tu prends un cachet à la porte, il y a un ticket qui se vend à la porte, et là, ça doit être comment dire, ça va être conforme à ça. Et aussi c'est vrai qu'il y a beaucoup d'organisateurs, beaucoup de promoteurs maintenant, mais c'est un peu dû au fait que il y a beaucoup plus, la scène underground grandit en Maurice. Oui, tout à fait. C'est ça l'avantage qu'on a en ce moment. Et quelles sont les évolutions, tu penses, rapides de la scène underground? Est-ce qu'on va encore évoluer? Le public va s'agrandir? Est-ce que... Oui, je pense que ça va s'agrandir. Mais il y a quelque chose qu'on ne doit pas mettre, qu'on n'a pas parlé de ça. On doit mettre en exergue, c'est la drogue. Il y a beaucoup de drogue qui circulent dans ce monde. Et il faut juste mettre ça à l'avant. Il faut dire que c'est la musique avant tout. On vient là pour la musique. Effectivement, tu as raison de le préciser. Je pense que c'est ce qui ne joue pas forcément en faveur de la musique électronique underground, c'est que le large public associe forcément la musique électronique avec la drogue. Et ce qui n'est pas du tout le cas. On peut tout à fait aller dans une soirée écouter de la musique ou boire un verre ou autre, sans que ça soit justement un lien commun. Maintenant, il faut justement, je pense que les ambassadeurs, les meilleurs ambassadeurs de la musique sont les DJ. Les promoteurs, c'est à eux de faire en sorte de faire comprendre aux gens que la musique, c'est avant tout la musique, la drogue, c'est à côté. C'est sûr qu'ils veulent, ils sont libres, ils font ce qu'ils veulent, mais la soirée, c'est d'abord la musique. On est là pour la musique, pour l'art musical, et après, ce que vous voulez en faire, c'est votre problème. Donc c'est vrai que ça ne joue pas en faveur de la musique électronique, surtout underground, parce que le mainstream, ça passe beaucoup mieux, mais dès qu'on parle de petites soirées underground, on parle tout de suite, ah oui, c'est pas forcément très fréquentable, etc. Non, ben voilà, on trouve dans les soirées underground, Rennes par exemple, qui est quelqu'un de tout à fait normal, et je pense que vous êtes nombreux dans ce cas. Et voilà, sachant que sur la scène, je crois, j'ai à peu près essayé de dénombrer le nombre de DJ. Je pense que vous êtes à peu près actifs, je dis bien ceux qui arrivent à jouer à droite à gauche, plus souvent d'autres moins, bien évidemment, à peu près une cinquantaine. Voilà. Sachant qu'il y a une émergence, il y a beaucoup de jeunes maintenant qui ont le petit matériel à la maison, qui essayent de justement jouer, écouter, qui veulent, espérons qu'on va les faire découvrir. Voilà. Rennes, on arrive à la fin. Ma foi, j'espère que la musique électronique tiendra très longtemps, l'underground en tout cas, et que ça grossira avec justement une image un petit peu différente. Ta prochaine date, tu joues quand? C'est pour la soirée d'Électrique de Do, c'est ce samedi. On accueille le DJ international Miyagi. Et il y a William Descroisilles, il y a moi, il y a Demain Demeure, Akash. Et on sera au Westin. D'accord, ça démarre à midi jusqu'à minuit? Midi jusqu'à minuit, voilà. D'accord. Red, merci beaucoup. Merci à toi. Nous voir et nous expliquer un petit peu ce que tu fais. Et on se voit bientôt, sûrement samedi. Tout le plaisir pour moi. À bientôt. Ciao. Au revoir tout le monde.